Il y a une chaise là. Sinon, il y a encore un tabouret là. Bon, alors on va démarrer. On va démarrer. Merci, merci d'être là aujourd'hui. Donc, vous êtes accueillis à la Maison du Numérique donc par Nova et LR. Je suis Géraldine Auré, je suis déléguée générale de Nova et LR. Nous accueillons donc Dell dans le cadre du partenariat que nous avons avec Dell depuis un an pour un petit déj démo présenté par les deux acolytes qui vont se présenter par ailleurs sur effectivement le marketing et les réseaux sociaux. Voilà, donc je vous souhaite une bonne matinée. Voilà, alors juste une petite originalité, c'est qu'en fait le petit-déj, vous voyez, il y a des caméramans, des photographes, etc. Ce petit-déj va servir aussi de prise de vue pour un film Novae qui va être diffusé vraisemblablement et terminé au mois de juin. Voilà, merci. Et à Cannes, t'as oublié. Et à Cannes l'année prochaine. Tu veux présenter? Oui, bonjour à tous. Juste deux mots pour me présenter. On est ravis d'être ici. Je suis responsable marketing sur la partie en direct chez Dell et responsable du partenariat avec Novae. Aujourd'hui, la thématique qui était très demandée, c'était justement de parler un peu des social media et du point de vue de Dell. Donc, on est vraiment content de voir que la salle est pleine, qu'il y a eu beaucoup d'intérêt. Et donc, très rapidement, je laisse la parole à notre expert, qui est d'ailleurs responsable du social media qu'on a ici à Montpellier. Il en parlera, je pense. Qui c'est Giovanni, et il va vous donner son point de vue. Merci à tous. Bonjour, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être à nouveau parmi les amis de Novae. Donc oui, en effet, on n'a pas fait un long voyage pour être là, mais on l'a fait avec plaisir. C'était à peu près 250 mètres. Je suis responsable de l'activité social media pour le service clientèle. On rentrera dans les détails plus tard. Je m'occupe de la partie globale. Donc je suis basé ici à Montpellier. J'ai des équipes qui sont éparpillées un peu dans le monde. Donc on couvre 18 langues. Et ce qui m'amène à être souvent en voyage et souvent fatigué. Mais c'est un plaisir. Ici à Montpellier, on a une équipe d'une dizaine de personnes qui couvrent le français, l'italien et l'espagnol. Et depuis à peu près un peu moins d'un an, on a lancé le Social Media Center, dont je vous en parlerai plus tard. Pourquoi j'ai souligné le fait que ça soit du social media pour service clientèle? Alors, ça devrait marcher. Voilà. On aime dire, et notre patron, notre papa, nous dit que Dell, c'est une entreprise avec des grandes oreilles. Pour la simple raison qu'on écoute beaucoup ce qui se passe autour de nous et surtout ce qui se passe avec nos clients. Depuis plusieurs années, on a des événements avec des clients partout dans le monde. On a des enquêtes de satisfaction, on a des enquêtes d'opinion. On a des forums, on a le fameux blog Ideastorm qui existe depuis très longtemps, où on recueille en fait les idées des employés mais aussi des clients et qu'après on essaye d'évaluer, de mettre pourquoi pas en œuvre. On a des visites clients sur site et on écoute les agents, on écoute les employés avec des enquêtes internes. À chaque fois, le but c'est d'écouter et de savoir à chaque fois plus ce que les clients internes, externes, disent de nous et de nos produits. Donc les réseaux sociaux, c'était juste une évolution naturelle d'une culture d'entreprise qui existe depuis toujours. Et c'est une culture qui vient directement du patron, parce que lui-même, aujourd'hui, il est très actif sur les réseaux sociaux. Je peux avec fierté dire que la semaine dernière, on a fêté les 30 ans de Dell, et j'ai fait un tweet avec une photo de Social Media Center où on a fêté ça, et lui-même, il a retweeté. Donc c'était sympa. Pourquoi on est sur les réseaux sociaux? Alors, première grande question ouverte, j'aimerais bien que la session soit interactive, donc n'hésitez pas à poser de questions. Grande différence entre une boîte comme Dell et une boîte comme Coca-Cola, par exemple. Une idée? Benito et Pietro, vous n'avez pas le droit de répondre.
pas tout à fait. C'est très très simple. En fait, Coca-Cola... Pardon? Exactement. Donc Coca-Cola n'a pas besoin de parler de produits, d'aller plus loin dans le relationnel avec les clients, simplement parce que on ne parle pas de garantie, on ne parle pas d'usager, on ne parle pas d'utilisation produit, on ne parle pas de problème après-vente, sauf si vous n'arrivez pas à ouvrir les canettes, mais bon, c'est normalement pas un problème couvert par la garantie. Par contre, des boîtes comme Dell, et donc toute autre entreprise qui ont affaire avec des produits vendus qui demandent une utilisation, eh bien, il y a une garantie, il y a une utilisation, il y a les goûts des clients, il y a des opinions, il y a tout un tas de choses qui demandent, en fait, qui exigent l'aspect relationnel avec les clients. Et donc c'est pour ça que pour nous, les réseaux sociaux sont utilisés de deux façons très claires. Donc pour parler de la marque, pour parler de nos produits, et aussi et surtout pour échanger avec les clients. Échanger sur les produits, échanger sur leurs problèmes, leurs avis. Et quand ils ont un souci, eh ben, ils ont le droit d'utiliser les réseaux sociaux pour nous en parler et pour demander une solution. Et c'est là que mon équipe rentre en jeu. On échange avec les clients et on donne des solutions. On ne s'appuie pas sur les services après-vente. On ne demande pas aux services logistiques de gérer une certaine problématique d'un client. On répond nous-mêmes, on gère nous-mêmes à 100%. Ce qui fait de notre activité une activité, si vous voulez, assez complète. On peut répondre sur des questions, des avis d'avant-vente, on donne des conseils, on ne vend pas du tout. Donc on ne fait pas de devis, on ne donne pas de prix aux clients, ce n'est pas le but. Surtout parce que, c'est une mission de Dell, c'est de ne pas vendre sur les réseaux sociaux. Parce que si on commence à vendre, ben les clients, les usagers vont simplement voir ça comme de la pub, comme du démarchage. Donc on ne veut pas faire ça. On veut donner des vrais conseils d'un individu à un autre individu de façon publique. Et donc en gros, à la fin, c'est l'image de marque qui gagne. Et si l'image de marque est bonne, l'usager va rester ou va devenir client. C'est pratiquement automatique. Et donc voilà que le monde, l'écosystème des réseaux sociaux pour Dell, c'est un écosystème où les clients veulent savoir comment je peux résoudre un problème seul sans avoir besoin d'appeler. J'ai des questions sur ma garantie, comment je peux faire pour installer mon imprimante, est-ce que je peux vous faire confiance. Il y a tout un tas de discours qui demandent un échange. Oui. Tout à fait, tout à fait. On verra ça plus tard, mais en gros, nous aussi, on écoute en interne ce qui se passe avec nos clients. Donc chaque semaine, on écoute le SAV traditionnel téléphonique. Chaque semaine, on a des listes de ce qui sont les questions récurrentes par téléphone. Et chaque semaine, on crée du contenu qu'après, on balance sur Twitter, Facebook. On commencera bientôt Google+. Enfin, il y a des projets, mais chaque semaine, on les balance sur les réseaux sociaux, justement pour anticiper les questions des clients et pour éviter finalement qu'ils prennent le téléphone, ou qu'ils aient besoin de prendre le téléphone. Donc, en gros, les réseaux sociaux aujourd'hui sont toujours là, tout le monde en parle. Mais ce que personne sait, ou ce que peu de monde sait, c'est que le volume réel des réseaux sociaux par rapport à une boîte comme Dell, je ne parle pas que de Dell, hein, représente entre 3 et 5% du volume des conversations. C'est-à-dire, si je prends les volumes téléphoniques du SAV traditionnel, social media, les réseaux sociaux représentent aux alentours entre 5 et 8% pour Dell comme volume. Ce qu'il faut regarder, c'est la courbe d'augmentation. C'est-à-dire, c'est chaque semaine quasiment entre 0,5 et 1% d'augmentation à niveau global. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la nouveauté. Pour certains, et j'en vois pas mal parmi vous qui font partie de la génération après la mienne, les réseaux sociaux, c'est simplement quelque chose de normal. C'est normal d'avoir Facebook, Twitter ou autre sur le téléphone. Moi, je fais partie de la génération des dinosaures. Et il y en a certains ici, hein, enfin, je ne fais pas de nom, qui ne sont pas nés avec Internet. Nous, quand on est né, il y avait rien. Nous, on a commencé avec les BBS, après Internet, qui allait très, très lentement. Et on est arrivé aux réseaux sociaux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'information, elle est accessible pratiquement au bout d'un clic. Qu'est-ce que ça veut dire? Que
la nouvelle génération sera là dans quelques années, ça sera les générations des clients, les nouvelles générations des employeurs, des employés, des employeurs. Il y aura forcément une augmentation qui va se faire naturellement. Et donc, je reprends ce que Michael Dell a dit quand il est venu ici à Montpellier, que pour lui, à son avis, les réseaux sociaux, c'est un peu comme l'électricité, un peu comme le téléphone, la radio, quelque chose que quand ça a été inventé et lancé sur le marché, c'était la grande nouveauté, avec bien sûr des détracteurs qui disaient « Non, ça ne va jamais durer ça, c'est quoi, c'est un téléphone ?» Mais non, ça ne marchera jamais. Eh bien, les réseaux sociaux, ça va être pareil, probablement. Il y a toujours des gens aujourd'hui qui disent, heureusement de moins en moins, que les réseaux sociaux, c'est de la mode, mais finalement, ça ne cesse pas d'augmenter. Donc, dans quelques années, les réseaux sociaux seront juste quelque chose de normal, qui sera là et qui fera partie du quotidien. Et donc, si on veut être en phase avec nos clients, il faut qu'on soit sur les réseaux sociaux dès aujourd'hui. C'est une longue histoire. Je ne vous demande pas de lire tous les détails parce qu'effectivement c'est très long. Je ne veux pas vous demander de les apprendre par cœur non plus. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, dès le début, en 2006, quand Michael Dell a dit « On connaît tout de nos clients parce qu'on a un marché direct, donc ça serait bête de ne pas aller plus loin et d'interagir avec nos clients directement sur la toile. » Et c'est là qu'on a commencé. Aujourd'hui, on est présent dans 18 langues différentes. Pourquoi je parle de langues? Parce que les réseaux sociaux vont au-delà de la géolocalisation, des call centers, des pays. La même langue peut couvrir plusieurs pays. Et donc, si je pense à l'anglais ou à l'espagnol, par exemple, ou même au français, il suffit d'avoir une seule équipe qui parle la langue pour couvrir plusieurs pays. Donc, on couvre bien sûr en Europe la Suisse, la France, la Belgique, le Luxembourg. Mais après, si je pense à l'anglais, on a une équipe qui fait 24 heures. Parce qu'on couvre les États-Unis, l'Amérique du Nord, jusqu'à l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Inde, le Sud-Est asiatique, jusqu'à Australie et Nouvelle-Zélande. Et donc, pour aider les clients qui sont dans tous ces pays, même langue, simplement, il faut des personnes qui travaillent à différents horaires. L'Amérique latine, l'espagnol, pareil. Et donc, c'est pour ça que le concept de géolocalisation, pour nous, en tant que Dell, n'a plus aucun sens sur les réseaux sociaux. Ça reste quelque chose qui appartient aux clients, bien sûr, et donc nous, on s'adapte. Et ça, c'est pour commencer en fait à vous faire comprendre que pour nous, le travail sur les réseaux sociaux, c'est entièrement guidé par les clients. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose en tant que modalité, en tant que fonctionnement, c'est quelque chose qu'on laisse aux clients l'idée de nous guider. Et on verra plus tard comment. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, notre approche, il est très simple. Pour être bon sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soit sociaux nous-mêmes. Et donc, on a créé un espace, un Social Media Center ici à Montpellier. Geoffroy a eu la chance de passer une demi-journée avec nous. C'est un espace ouvert où on a cassé les bureaux, on a cassé les open space, on a tout refait. Et on a mis des grands écrans où on voit en temps réel qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et on a des personnes qui peuvent travailler dans un espace où il n'y a pas de barrière. On voulait carrément être dans un espace où on respire les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on a des bureaux qui sont ouverts, c'est en plein milieu de tout le monde. On a la possibilité de simplement se retourner et parler avec toute l'équipe, tout en ayant nos bureaux, bien sûr. Donc, comment commencer? Et ça, c'est plutôt pour les gens, les personnes qui veulent se lancer dans les réseaux sociaux. Très souvent, je rencontre des jeunes entrepreneurs ou des startups qui veulent se lancer et qui viennent me demander comment commencer. C'est probablement le pas le plus difficile. C'est vraiment le début. Après, c'est pas si compliqué que ça. Les réseaux sociaux, c'est pas c'est pas de la science physique, c'est pas de la chimie, c'est plutôt une alchimie, mais c'est très facile. Avant de vous donner l'exemple que j'espère que vous allez juger comme positif, donc celui de Dell, je veux vous donner un exemple que pour moi était très négatif. Donc, laissez tomber les petits détails, malheureusement ça ne se voit pas, mais c'est fait exprès. C'est pour éviter qu'on puisse lire tous les détails. Je vous donne un peu le résumé de l'histoire. Vous reconnaissez probablement l'interface, ça c'est un post sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a à peu près 1 an et demi, il y avait un homme d'affaires qui voyageait et qui rentrait de Chine jusqu'à Paris. Il devait passer par Hong Kong avec une compagnie aérienne très connue. Et il avait 3 heures d'attente de correspondance à Hong Kong pour rentrer à Paris. Son premier avion a 1 heure de retard, donc il lui reste que 2 heures pour la correspondance.
ce qui est tout à fait normal dans un aéroport international. 2 heures, c'est suffisant. Il arrive, la compagnie aérienne, et non, désolé, vous étiez en retard, on ne peut pas vous donner la carte d'embarquement. Pourquoi? On a annulé votre réservation parce que vous étiez en retard. Et bien lui, il lui dit, bon, ok, aucun problème, je suis là, vous voyez ma réservation, j'ai payé, vous pouvez me réinscrire dans la liste. Eh bien non, désormais, on a tout annulé. Bon, le gars, il commence à s'énerver, ça commence à discuter et tout. Il n'a pas son poste sur l'avion, il est obligé d'attendre plusieurs heures pour avoir une autre place sur un autre avion. Grâce à une autre compagnie d'ailleurs, celle qui était en retard sur le premier vol. Parce que cette compagnie aérienne, qui devait arriver à Paris, qui devait l'amener jusqu'à Paris, a décidé de ne pas l'aider. Et même pas lui rendre les sous. Gros problème. Le lendemain, même histoire à Paris pour son vol régional. Donc en gros, très mauvaise expérience. Donc qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait le lendemain de son retour, après s'avoir reposé j'imagine, il balance toute l'histoire sur Facebook, sur la page de cette compagnie aérienne. Quelle a été à votre avis la réaction de la compagnie aérienne? Pardon? Exact. Première réaction, ils ont supprimé le poste. Attention, il n'y a pas de gros mots là-dedans. C'est pas vulgaire, c'est juste toute l'histoire dans les détails, avec les codes des avions. J'ai juste effacé le nom de la compagnie aérienne. Ils ont supprimé le poste. Qu'est-ce qu'il fait l'usager? Il le remet, mais en tant que lien à son mur. Donc ils ne peuvent plus l'effacer. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment? Et ça, c'était la première erreur. Deuxième erreur qu'ils vont faire. Autre idée? Pardon? C'est-à-dire? Non, non, ils ne sont pas allés si loin, heureusement. Pardon? Oui, pour dire quoi? Ça, c'est ce que lui, il désirait. Mais finalement, oui, il le contacte pour dire « Désolé, on ne peut rien faire pour vous ». Enfin, c'est un peu ridicule comme réponse. Donc lui relance, et entre-temps, d'autres usagers ont renforcé la dose. Ils ont commencé à écrire sur le même poste en disant « Non, mais monsieur, dame de la compagnie aérienne, répondez à monsieur. Enfin, c'est très clair, il a été pénalisé par des erreurs, par vos erreurs. » Et là, il répond finalement au bout de 3 jours en disant « Désolé, si vous voulez vous plaindre, voilà l'adresse pour envoyer un courrier à accusé de réception. » Donc non seulement ils ne le gèrent pas, non seulement ils effacent le premier poste, mais en plus ils demandent à l'usager de changer de moyen de communication. Donc pas ici, envoyer un courrier. Donc vous imaginez, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais vous imaginez la colère de l'usager. Ça a été tous les échanges qu'il y a eu après avec d'autres usagers qui sont intervenus pour dire « Non mais monsieur, vous l'avez écouté ? Enfin, c'était très simple. Voilà le service client de telle compagnie, personne qui prend la responsabilité. » Donc c'est du bouche à oreille immédiat. Dans l'espace de 48 heures, ils se sont fait massacrer sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien changé. Ils n'ont pas fait plus pour autant. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont caché tout, la vue, l'écoute. Ils n'ont pas voulu toucher au problème. Ça, c'est sûrement une stratégie qui ne marche pas. Je sais que ça fait sourire pas mal de monde, ça fait rire, mais c'est ce qui s'est vraiment passé sur un vol qui a coûté 2000 € quand même. Et je ne pense pas que ce soit un cas isolé, au moins à l'époque. Et je ne pense pas que ce soit la seule entreprise qui n'a pas voulu prendre en charge vraiment la gestion du problème, mais surtout la communication avec l'usager. C'est pourtant simple. Donc, je passe donc à vous montrer notre modèle d'interaction et j'espère que vous allez voir la différence et dire « Ah ok, celui-là, peut-être il marche mieux que celui de la compagnie aérienne. » Pourquoi, à votre avis, je commence par l'étape numéro 2 et pas par l'étape numéro 1, c'est-à-dire l'écoute. Il y a beaucoup de monde qui vient me voir et me dit « Giovanni, comment pourrait-on se lancer sur les réseaux sociaux? Quelle est la stratégie ?» Et moi, la réponse que je donne toujours est « Tu ne peux pas avoir une stratégie sans avoir fait de l'écoute active. » Écouter, ça veut dire ce que les gens disent sur le produit, sur la marque, sur l'utilisation. On ne peut pas créer une stratégie en se basant sur rien. Si on veut juste faire une stratégie pour lancer une boîte sur les réseaux sociaux, ça ne va pas marcher
Si on a de la chance, ça peut marcher un peu, mais si on ne fait pas de l'écoute active avant, ça ne marchera jamais. Et donc, c'est à ce moment que moi je dis toujours, laissez tomber les grands investissements au début. Je ne sais pas s'il y a des jeunes entrepreneurs ou des startups parmi vous, mais si l'idée est de se lancer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la peine de commencer à chercher des budgets pour aller sur des logiciels ou aller sur des créateurs de stratégies sans savoir ce que les usagers disent sur nos produits, tout simplement. Et pour faire ça au début, il suffit quelqu'un qui connaît les réseaux sociaux. Probablement, il existe déjà dans une entreprise. Il suffit de chercher quelqu'un qui a déjà la passion pour les réseaux sociaux pour le faire travailler là-dedans. Et chez Dell, on a fait un peu comme ça. Quand on a commencé, on a pris des personnes qui étaient déjà chez Dell, qui connaissaient déjà très bien la boîte et qui avaient la passion des réseaux sociaux pour dire eh ben, allons voir ce que les clients disent de nous. Et de là, on a créé des postes, des jobs, des équipes, jusqu'à devenir une activité globale. Mon équipe aujourd'hui fait à peu près 100 personnes dans le monde. On a commencé, on était 6. Au début, c'était un travail en plus. Pourquoi écouter? Parce que c'est simplement ce qu'il faut savoir au début pour créer ensuite une stratégie. Et une fois qu'on a écouté, on peut commencer à s'engager dans la discussion avec les clients, leur poser des questions, leur demander leur avis. Qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils s'attendent de nous, qu'est-ce qu'ils s'attendent de Dell, qu'est-ce qu'ils s'attendent de nos ordinateurs, de nos services, de nos solutions, de nos systèmes de stockage, de nos réseaux, de notre cloud. Qu'est-ce qu'ils s'attendent de Dell en général, ou qu'est-ce qu'ils pensent de nos produits, ou est-ce qu'ils ont des questions sur comment les utiliser, comment mieux les configurer, c'est quoi le prochain achat. C'est à ce moment qu'on mesure. Et là, on commence à parler de nouveaux systèmes de mesuration qui n'existaient pas avant dans les centres d'appel traditionnels. C'est pour ça qu'on a changé de centre d'appel à centre de contact. On ne parle plus que d'appels téléphoniques, on ne parle plus que de niveau de service, de temps de réponse, de temps d'attente ou de taux d'abandonnement des appels. On parle aussi de sentiment. Quel est le sentiment du client avant, quand il nous contacte? Quel est le sentiment du client après le contact avec Dell? Est-ce qu'il est toujours négatif? S'il était négatif à la base, est-ce qu'il était content au début, il est encore content à la fin? Est-ce qu'il était simplement neutre et il est devenu content? On évalue tout ça. Parce qu'on doit comprendre aussi si notre travail est bien fait. Et c'est pour ça qu'on est passé en 6 ans de 4000 conversations de poste par jour à plus ou moins 25 000 conversations par jour qui se passent autour du sujet Dell et ses produits. Attention, ça, c'est des conversations qu'on détecte. Ça ne veut pas dire que c'est des conversations dans lesquelles nous, on rentre. Pourquoi? Parce que parfois, dans la conversation entre usagers, on n'a pas besoin d'intervenir. Parfois, il y a 2 usagers ou plusieurs usagers qui parlent d'un produit, d'un jeu, d'une solution. Nous, on n'a pas besoin d'intervenir parce qu'ils expriment des opinions entre eux. Après, s'il y a un problème, si quelqu'un a un souci, alors là, on intervient. Si quelqu'un dit « ça, c'est une question qu'on devrait poser à Dell », alors là, on intervient. Mais si les clients, les usagers ont envie d'avoir leur conversation entre eux, nous, on se limite à écouter de façon discrète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 25 000, il faut que je corrige, aujourd'hui, les derniers chiffres étaient aux alentours de 30 000. Nous, on intervient à peu près entre 3 et 4 000 conversations par semaine. Donc ça, c'est le taux de conversation sur lequel nous, on intervient effectivement. Soit parce que le client, l'usager nous demande de répondre à une question, soit parce qu'effectivement, on pense d'avoir une valeur ajoutée dans la conversation. Et c'est toujours dans le but d'avoir un avis, avoir une opinion, donner de l'aide et soutenir l'usager sans faire de la vente directe. On sait très bien, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, que si on intervient pour dire « Ah ben, tel produit, c'est intéressant, voilà le prix, tu peux l'acheter sur tel lien », on sait pertinemment que si on fait ça, on va se faire tuer. Et donc, on ne veut pas. Par contre, s'il y a des usagers qui disent « Qu'est-ce que je devrais acheter pour utiliser tel jeu, tel logiciel ?» tel software, tel logiciel de graphisme, par exemple, comme carte graphique, comme performance, comme prestation, alors là, on donne un avis. Mais on ne vend pas la solution au client. On lui dit, voilà, ça c'est notre avis pour que tu aies la meilleure solution. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question d'utilisation. Et c'est à ce moment qu'on revient à la case de départ, qui devient finalement la vraie case de départ,
Parce qu'une fois qu'on a écouté, qu'on a commencé à parler avec les clients, qu'on a commencé à mesurer, c'est là qu'on peut commencer vraiment à parler de stratégie. Parce que là, on sait vraiment ce qu'on doit faire, on sait comment les discussions peuvent évoluer, tout en laissant un point d'interrogation sur l'évolution du contenu, parce que ça, on le laisse faire au client. Et c'est là qu'on passe à la case de départ, c'est-à-dire la planification. Mais à la base, l'étape numéro 2 est toujours la première au début du lancement d'un projet réseaux sociaux. Et c'est que comme ça que finalement, on obtient un client content. Et surtout, un client content et un client loyal à la marque. Et donc, il reste. Comment on fait en sorte que les employés et les collaborateurs soient prêts pour ce type de travail? Comment on fait en sorte que les employés soient au courant de ce que Dell fait? Au début de l'activité, il y a un projet qui s'appelle Social Media University qui a été lancé à niveau global. En fait, c'est un projet de certification. Donc, les employés qui aujourd'hui ont envie de savoir plus et d'être certifiés par rapport à Dell sur les réseaux sociaux ont un paquet, un bouquet d'informations et de formations qu'ils peuvent suivre en ligne gratuitement chez Dell pour être certifiés réseaux sociaux. Si on veut aller plus loin, on a aussi une certification brand qui est plus marketing, mais si on veut vraiment rentrer dans les conversations avec les clients, il faut à mon avis avoir les deux. Parce que les réseaux sociaux, je pense que c'est le seul endroit, le seul lieu, même si c'est virtuel, où on a ensemble des besoins SAV classiques avec des notions marketing. Pour engager la discussion avec les clients, il faut avoir une base des deux. Et c'est des profils c'est des nouveaux profils. C'est des profils qui n'existaient pas avant. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai des nouveaux collaborateurs qui sont plus jeunes que moi, qui ont un profil qui est mélangé, technique et marketing digital. Parce que les réseaux sociaux, c'est le seul endroit où on prend des techniques de marketing digital et on les applique aux services après-vente traditionnels. Après-vente ou conseil avant-vente. Mais c'est avec des techniques marketing pur, marketing digital, qu'on a vraiment les notions et la base pour faire ce métier. Moi, j'ai dû les apprendre. Mais là, j'ai eu la chance d'embaucher des gens qui avaient ça déjà comme étude et comme formation. Et donc, ils avaient déjà un point d'avance sur moi. Dans la Social Media University, on a des formations qui vont des plateformes de base jusqu'à des conseils sur comment interagir avec les clients. Il n'y a jamais de script automatique. Et ça, c'est une des règles de base. Il n'y aura jamais une phrase, une ligne qui ressemble à l'autre parce que les réponses doivent être faites sur mesure pour les clients. Chaque interaction est unique. Et si le client remarque ça, il se sentira il se sentira plus unique et pas moins comme tout le monde qui a la même réponse comme tous les autres. Être sur les réseaux sociaux, en effet, c'est quelque chose qu'avec le temps, on a remarqué, c'est un travail à plein temps, ça c'est clair. Et surtout, les clients ne vont pas ne vont pas te donner la loyauté et leur amitié à vie s'il y a quelque chose qui ne va pas. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme dans la vie, c'est un peu comme la confiance dans la vie. Il faut longtemps pour gagner la confiance de quelqu'un, mais il suffit de 2 minutes pour la perdre. Et après, par contre, quand on l'a perdu, même entre deux potes, regagner la confiance, c'est du travail. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Très souvent, j'ai des étudiants qui viennent nous visiter, auxquels je donne des petites formations, des jeunes, des moins jeunes, mais toujours des étudiants. Et quand je leur demande pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux, la réponse qu'ils me donnent est magnifique. C'est parce que c'est humain. Et moi, je dis toujours, je réponds toujours, mais attention, si vous appelez les commerciaux ou les techniciens, le SAV, c'est par téléphone. Vous entendez la voix de l'autre, donc c'est très humain. Non, les réseaux sociaux, c'est plus humain que le téléphone. En gros, en fait, c'est parce que les conversations sont publiques. Ou une grosse partie des conversations restent publiques. Par téléphone, c'est entre deux individus. Donc, si ça marche bien, ça marche bien. Si ça marche mal, ça reste entre deux individus. Le client qui n'est pas content, il va le raconter à quelques amis. Par contre, sur les réseaux sociaux, même si la question est simple, mais on ne répond pas, c'est des milliers de personnes qui le voient. Et donc, le retour
sur le non-investissement, sur le non-engagement, il peut être très négatif d'un coup. Et là, la confiance est perdue. Et avant de convaincre ces gens-là à revenir sur nos pages, c'est du boulot. Et souvent, c'est impossible de faire marche arrière. C'est un peu comme dans la vie, ce que je disais, c'est un peu comme la gestion de la confiance entre deux amis. Et c'est là qu'on revient donc à notre cercle, à notre stratégie, en vous montrant quelques petits exemples de ce qu'on fait. Donc on planifie du contenu avec du visuel, pas du visuel, des hashtags. On fait des choses ciblées. Parce qu'on commence à connaître vraiment qui sont nos usagers, l'âge, quelles sont leurs questions, qu'est-ce qui s'attend de nous. On commence à connaître les communautés, qui sont les joueurs, qui sont monsieur, madame, tout le monde, qui vient une fois de temps en temps, qui sont ceux qui sont toujours là, à cliquer sur j'aime à chaque post qu'on fait, peu importe le contenu. Il y en a aussi. On écoute, on engage, on a des conversations qui restent 100% publiques. Les seules choses qu'on met en privé, c'est là où il y a des informations confidentielles, comme le numéro de série des ordinateurs, les adresses e-mail. Ça, évidemment, on le met à 100% privé, pour une question de sécurité. Et après, on passe à la deuxième étape. Et ça, c'est purement interne. Ça, les clients, ils ne la voient pas. Et ça, c'est vraiment le but de notre travail, si vous voulez. Quelque part, on mesure le nombre de clics et de vues que les clients ont sur nos solutions. Je vous disais tout à l'heure, il y a des solutions qu'on donne de façon proactive pour que les clients trouvent la réponse à leurs questions avant même d'avoir besoin de prendre le téléphone. On les appelle les astuces. C'est un hashtag qui s'appelle Dell Astuces. En anglais, aux États-Unis, on l'appelle Dell Tips. On a le même dans chaque pays, localisé dans chaque langue. Donc, on mesure l'impact de ces posts, de ces publications chaque semaine. On mesure le nombre de vues, de clics et de combien de gens ont vraiment cliqué sur nos liens sur les réseaux sociaux et qui ont donc atterri sur nos pages de support de self-service en ligne. Après, on sait combien de ces personnes ont utilisé leur numéro de série pour rentrer dans leur page dédiée. Et on sait combien de ces clients sont allés jusqu'au bout et n'ont pas eu besoin d'appeler donc le SAV téléphonique au bout de 10 jours. Ça nous permet vraiment de mesurer l'efficacité de nos messages. Parce qu'on voit pour chaque solution qu'on propose, si effectivement elle a été efficace ou pas. Si le client a trouvé sa solution ou pas. Si le client a cliqué, il allait jusqu'au bout et après il a pris le téléphone, il a appelé le SAV, ça veut dire que la solution qu'on a proposée en ligne n'était pas bonne. Et c'est comme ça que sur les réseaux sociaux, nous on décide de garder par exemple nos dossiers ouverts. À chaque fois qu'il y a une interaction avec un client, on garde le dossier ouvert jusqu'à quand le client nous dise que oui, ça a marché. Si le client ne nous donne pas le feu vert pour clôturer le dossier, on le laisse ouvert. C'est ça le gros changement. Quand on parle au téléphone, dès qu'on raccroche, dès que la conversation est finie, au SAV traditionnel, on clôture le dossier. Si le client rappelle, on en ouvre un autre. Sur les réseaux sociaux, on fait exactement l'opposé. On laisse le client nous guider. Après, bien sûr, s'il y a des clients qui ne reviendront jamais parce qu'ils ont décidé que la solution a marché et ils ont décidé de ne pas nous donner des nouvelles au bout de 10 jours, eh ben, on essaye de relancer, mais s'il n'y a pas de réaction, on clôture à un moment donné, on essaye d'être raisonnable aussi. Mais en gros, l'approche, la philosophie est de faire quelque chose qui est 100% maîtrisé par l'usager. Et voilà notre petit client. La question de monsieur tout à l'heure, si c'est du B2B ou B2C, ça c'est une grande discussion interne depuis un moment aussi avec mes collègues. Pour moi et pour mon équipe, les réseaux sociaux, c'est ni l'un ni l'autre. Les réseaux sociaux, c'est tout en même temps. Un usager qui est professionnel le matin, l'après-midi avec sa tablette, son portable ou même un serveur ou du stockage cloud dans la journée, c'est un usager en particulier le soir quand il rentre à la maison, il a envie de jouer ou de regarder ses mails ou de passer du temps sur Internet ou de regarder des choses avec sa famille. Un film, des jeux en ligne, enfin il y a des millions de possibilités. Et donc, la segmentation B2B, B2C, ça c'est un problème qui appartient, c'est un problème. C'est quelque chose qui appartient 100% aux entreprises. Mais faire peser ça sur les usagers, ça n'a aucun sens. Certes, il y a des plateformes, des réseaux sociaux qui sont plus adaptés soit à l'un, soit à l'autre, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Il y a des entreprises qui ont envie de contacter d'autres entreprises uniquement sur LinkedIn, mais il y en a aussi qui souhaitent le faire sur Facebook. Donc dire que LinkedIn est que B2B et Facebook est que B2C, c'est une erreur. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, aujourd'hui, les entreprises sont en grande partie, en plus grosse partie, sont en majorité sur Twitter et LinkedIn à niveau mondial, mais les entreprises qui ont besoin de présenter une image de marque et interagir avec les clients, ils sont 100% sur Facebook. Et sur Facebook, quand on a des questions, on les a des particuliers, des joueurs qui ont 13 ans, mais on en a aussi des hommes d'affaires qui sont avec leur tablette et qui travaillent dans une entreprise et qui posent des questions professionnelles pour un usage professionnel. Certes, il y a des pourcentages qui changent. Sur LinkedIn, on aura rarement des particuliers qui viennent nous poser des questions sur des jeux, mais les entreprises qui font du gaming, ils sont aussi sur LinkedIn. Donc, les réseaux sociaux sont bien mélangés entre eux. Il y a certes une utilisation différente, il y a des réseaux avec un but différent, mais des buts qui après se mélangent. Regardez Facebook, ils ont décidé de réduire ce qu'on appelle le reach, donc la possibilité pour les entreprises d'atteindre un certain nombre d'usagers avec leur message. Ils ont décidé de le réduire et d'aller vers zéro pour que les entreprises puissent payer pour atteindre plus d'usagers avec leur communication. Et à l'inverse, Twitter, ils sont en train de ressembler un peu plus à Facebook pour faire de ça leur stratégie gratuite. Donc aujourd'hui, on connaît Facebook, Twitter, MySpace est mort il y a quelques années, il existe toujours, LinkedIn, Viadeo en France, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester figé sur ça. Dans quelques années, probablement, il y aura des nouvelles plateformes. Moi, je travaille à niveau mondial et je regarde Sina Weibo en Chine. En Chine, ils n'ont pas Facebook et Twitter, ils sont interdits. Mais ils ont Sina Weibo. Sina Weibo, c'est une plateforme fantastique. C'est un exact mélange de Twitter et Facebook et qui marche très bien. On a 10 000 conversations par jour là. C'est quelque chose d'énorme. Donc pourquoi pas voir quelque chose comme ça, copié dans d'autres pays, ou Twitter qui va modifier sa plateforme, ou LinkedIn qui va ouvrir d'autres pages, ou Google Plus qui va devenir encore plus grand. Parce que Google Plus aujourd'hui en Europe n'a pas encore vraiment pris beaucoup, n'a pas encore eu vraiment beaucoup de succès. Mais une fois qu'on y est dedans, c'est une super plateforme. Elle est très bien faite. Simplement, elle cible beaucoup. Elle cible des cercles d'usagers par goût, par appartenance, par communauté. Mais une fois qu'on est dans la bonne cible, c'est super. Donc, qui sait que peut-être Google Plus, avec le partenariat avec YouTube, dans 5 ans, va remplacer Facebook. Enfin, on ne peut pas savoir, d'accord? L'important, c'est de savoir que c'est les usagers qui décident. Parce qu'aujourd'hui, je pense que qui n'est pas sur Facebook ici? Voilà, question facile. Je pense qu'on a tous fait au moins une fois LOL sur Facebook, ou MDR, mort de rire. Mais regardez aujourd'hui sur Facebook, même un particulier qui écrit quelque chose. Voilà, merci, aujourd'hui c'est vendredi, je suis trop content, c'est le week-end. Il a quand même l'option de booster son post en payant. Je ne sais pas s'il y a des particuliers qui vont faire vraiment ça, mais aujourd'hui c'est clairement la stratégie de Facebook. Stratégie qui n'est pas en train d'amener autant d'argent que ça. Donc au dernier résultat au Nasdaq à New York, ils ont annoncé oui de la croissance, mais qui vient de quelque chose qu'ils ont fait avant. Ces nouvelles démarches, ces nouvelles stratégies n'ont pas encore donné de la vraie croissance. Donc est-ce qu'ils vont changer? Est-ce qu'ils vont continuer dans cette démarche? Hier, ils ont annoncé qu'ils vont travailler plus sur les annonces, sur la publicité qu'on trouve sur la droite, qui est ciblée selon le profil de chacun. Pourtant, moi, je n'ai jamais acheté de chaussures pour femmes, mais sur ma barre de droite sur Facebook, j'ai des pubs de chaussures pour femmes. Pourtant, ce n'est pas le type de chaussures que j'achète. Donc, parfois, même le ciblage de ça ne marche pas très, très bien. Mais question pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un a vraiment cliqué sur ces pubs et allé jusqu'au bout en faisant l'achat, en terminant un achat? Voilà. Donc, vous avez tout seul la réponse sur leur efficacité. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont changer? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont simplement se casser la gueule et il y aura une autre plateforme qui va
qui va naître, je ne sais pas. Mais il faut juste qu'on soit prêt à ça. Parce que c'est les clients qui gèrent ça. Si les clients décident que Facebook n'est plus leur plateforme, M. Zuckerberg, il aura un sacré coup. Donc, un peu, pour revenir à ce que je disais sur la différence entre B2B et B2C, pour moi, c'est un discours qui ne peut pas vraiment exister sur les réseaux sociaux, surtout quand on parle d'engagement avec les usagers. Les conversations sont des conversations, ce n'est pas des segments. On mesure quelque chose de nouveau, le sentiment, le reach, la qualité des clics, la qualité des retours clients, on ne mesure pas l'argent. Donc, l'autre grande question que je reçois très souvent, c'est le ROI, le retour sur l'investissement. Quel est le ROI sur les réseaux sociaux? Si on souhaite mesurer les ROI sur les réseaux sociaux avec des euros ou des dollars, à mon avis, c'est un match perdu dès le début. Le retour sur l'investissement sur les réseaux sociaux, c'est 100% la loyauté des clients. Et c'est après sur ça qu'on peut mesurer s'ils achètent et combien ils achètent. D'accord, mais c'est une conséquence d'un bon travail, d'une bonne présence, d'une bonne image de marque, d'une bonne stratégie marketing, d'une bonne stratégie de communication et de relationnel avec les clients. On ne peut pas vraiment monétiser ça. Oui. Vous mesurez quand vous dites 5 à 8% de votre channel, Oui. vous mesurez quand même, même si c'est que des indicateurs qualitatifs. Oui. J'imagine que Dell ne fait pas d'humanitaire. Et donc 5 à 8%, c'est pas mal. Et donc ça, Oui. quand même, ça a un coût. Bien sûr, ça a un coût. Mais comme ça a un coût, comme le SAV qui prend des appels au téléphone. Ça a un coût, qui ne génère pas du cash flow, qui ne génère pas du revenu. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on fait partie du même département. Donc, le critère principal, c'est la fidélisation client. Oui, exactement. Exactement. On le mesure de façon hebdomadaire, comme au SAV traditionnel. Il y a les statistiques connues de Customer Experience, de NPS, le Net Promoter Score. Enfin, ça, c'est du... Mais après, on le voit, parce que les personnes qui ont interagi avec nous ont l'habitude de revenir. Donc, s'ils ont une autre question, même si ce n'est pas un problème, ils reviennent. Et ils nous posent des questions. Et c'est là qu'on voit le changement générationnel. On a carrément une nouvelle génération de clients qui vient sur les réseaux sociaux nous poser des questions, mais qui n'auraient pas eu besoin de poser au SAV traditionnel par téléphone. Donc, c'est des nouvelles conversations. Ce n'est pas des conversations piquées au téléphone. C'est simplement des nouvelles conversations style qu'est-ce que vous en pensez de la carte graphique avec tel jeu? Normalement, quelqu'un qui a ça comme question, il va chercher sur les blogs. Il n'appelle pas le SAV. Sur les réseaux sociaux, on commence à avoir ce genre de conversation. Qu'est-ce que vous en pensez de telle solution cloud avec tel logiciel? Et on répond. On répond. C'est toujours dans le but de fidéliser le client et qu'il soit content de la marque. Et donc, on revient toujours au fait qu'il s'il est, il finit par acheter à nouveau quand le moment de la décision revient. Et c'est pour ça que donc on ne parle pas vraiment de ROI, de monétiser leur ROI, mais c'est surtout sur la fidélisation de l'usager. Si ça marche. Pardon, oui, je vais utiliser le micro un peu plus à côté de... Donc, quelques chiffres quand même, je vais vous la donner, sur notre travail jusqu'à présent sur les réseaux sociaux. Grâce à ça, on peut vraiment voir comme une ressource nos 80% des solutions présentes en ligne. Le SAV traditionnel prépare des documents, prépare ce qu'on appelle des white papers, prépare des documents officiaux qui vont sur les pages internet de Dell et qui sont des vraies solutions pour les clients, disponibles tout le temps en ligne. Et grâce aux réseaux sociaux, on donne visibilité à ces solutions. Aujourd'hui, 80% des questions récurrentes sont présentes sur nos pages internet. On passe d'une idée de call center à une idée de contact center. Donc, on n'a plus que du téléphonique, on n'a plus que de la voix. Et les réseaux sociaux, on les utilise en fait pour montrer nos capacités, nos solutions en ligne et pour anticiper les besoins des clients. Anticiper, c'est vraiment le point fort de l'activité. L'engagement avec les questions des clients, ça c'est quasiment naturel. Le client pose une question, dans les 2 heures on répond, il y a une interaction, il y a une solution, le client nous juge. C'est là où on a vraiment la valeur ajoutée, c'est anticiper leurs questions.
Et donc c'est très important l'interaction qu'on peut avoir, on peut avoir dans notre équipe social media avec les autres départements pour comprendre quels sont les discours récurrents des clients, les besoins récurrents, notamment avec le SAV traditionnel qui reçoit la grosse partie des contacts. Et donc chaque semaine, on essaie de comprendre quelles sont les raisons d'appel classiques, chaque semaine, récurrentes, et on crée du contenu. Et c'est là aussi qu'on commence à avoir des nouveaux profils dans mon activité, qui ne sont plus que des techniciens à l'ancienne, mais on a carrément des gens qui sortent du digital marketing et qui ont des capacités de créer du contenu en Photoshop, en Prezi, en Lightroom, qui créent des vidéos avec des kits professionnels, parce que c'est que comme ça qu'on va vers les besoins du client. Créer du contenu pour rendre quelque chose qui est loin d'être sexy, comme les solutions techniques, écrites par un ingénieur geek qui connaît que ses serveurs et ses salles de réseau, et on les rend un peu plus sympas, un peu plus attractives. Désolé, parfois mon français, j'oublie les mots. Pour monsieur et madame tout le monde qui viennent visiter sur les réseaux sociaux. Et donc on a des chartes graphiques, on a des polices, on a des formats préconçus, mais après on a la liberté de créer du contenu. On travaille avec une équipe qui s'appelle Brand chez Dell qui nous aide à valider le contenu d'un point de vue graphique. Et on utilise ça pour faire du brand, finalement, des solutions qui à l'époque étaient simplement des documents horribles à voir, qui n'avaient aucun impact visuel. On fait en gros du brand, donc du technique marketing, sur des solutions techniques d'ingénieurs. Et c'est là qu'on a vraiment la valeur ajoutée. Mais ça, c'est parce que chez Dell, effectivement, on travaille dans l'IT. D'autres entreprises qui ne font pas des ordinateurs, mais qui font des voitures, par exemple, eh bien, leur travail brand, ça sera différent. Ça sera sur la forme de la voiture, ça sera sur l'aspect encore plus visuel. Nous, on vend quand même de l'IT, on vend des services informatiques, on vend des ordinateurs, des solutions. Donc, il faut que nos contenus soient axés là-dedans. Et c'est sur ça que le client, après, vient et revient sur nos pages. On fait le support pardon, c'est pas 15, c'est effectivement 18 langues. L'année dernière, on a renvoyé sur la partie en ligne 20% des contacts téléphoniques. Ce qui est énorme sur une année, c'est quelques millions de contacts. C'est pas beaucoup pour une entreprise comme Dell, vu que les millions de contacts, on les a au quotidien. Mais ça montre que chaque année, il y a une augmentation. Et ça montre que c'est donc la bonne voie à suivre. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui le contributeur principal de ces contacts, des solutions en ligne. Donc les gens ne vont pas directement sur les solutions qui sont proposées en ligne, sur Dell.com ou Dell.fr, mais ils passent d'abord sur les réseaux sociaux. Nous, on est capable aujourd'hui de mesurer si un client va directement sur le portal de e-support ou de support.dell.com ou s'il passe d'abord sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit que ceux qui passent d'abord sur les réseaux sociaux de Dell sont la majorité. On a plus de 80% d'employés chez Dell qui sont certifiés avec la Social Media University sur les réseaux sociaux, qui ont reçu leur joli diplôme. Ça ne veut pas dire qu'il y a 80% des employés qui travaillent au nom de Dell sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils savent comment faire. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité d'aller voir les conversations. Après, il y a des équipes dédiées pour l'instant. D'ici dire qu'il y aura tout le monde qui fera ce qu'on appelle du multi-channel, donc de multicanal, du téléphone, du mail, du chat, des réseaux sociaux. Je pense qu'on n'y est pas encore aujourd'hui, mais parce que je pense que les générations n'ont pas encore changé. Mais je pense que c'est le futur. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, il y a plus de 3000 conversations aujourd'hui qui se passent sur les réseaux sociaux sur lesquels on intervient. Et là, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est des images du Social Media Center qui existe ici à Montpellier. C'est un peu mon bébé qu'on a construit grâce à l'aide du marketing. et c'est le premier au monde. Dans le sens que c'est le premier espace au monde chez Dell où on a carrément créé un espace de visualisation des réseaux sociaux, où on travaille sur les réseaux sociaux et ce n'est pas juste un espace de visite. On y travaille vraiment. Ce n'est pas juste une vitrine pour les clients qui ont envie de faire un tour. Certes,
Quand on travaille, on a souvent des visites qui arrivent, mais bon, ça fait partie du jeu. Si on veut être sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soit très sociable. Est-ce qu'il y a des questions? Vous ne m'avez pas assez interrompu pendant la... Je sais que je n'arrête pas de parler. Oui. La question est si je pense que cette organisation qu'on a mis en place a remplacé des canaux traditionnels ou si c'est quelque chose de vraiment neuf ou nouveau. Je pense que c'est un peu les deux, dans le sens qu'on n'est pas encore en train de remplacer des canaux existants, mais on est en train de s'ajouter aux canaux existants. Après, moi je ne suis pas d'accord sur le fait de penser aux réseaux sociaux comme un canal de communication. Moi je vois plutôt les réseaux sociaux comme un outil. Aujourd'hui, je vois plus les réseaux sociaux comme un outil de travail pour travailler encore plus sur l'image de marque et sur la discussion avec les clients. Les conversations, donc la communication, fait partie de cet outil. Mais ce n'est pas la seule démarche qu'on peut faire grâce aux réseaux sociaux. Je vous en prie. Par rapport à la notion de confiance qui est importante. Oui. Aujourd'hui, moi je suis plutôt dinosaure que... Pardon. Je suis plus dinosaure que geek ou très jeune. Et je me pose la question, notamment le débat là, qui va prendre de l'ampleur, c'est la confidentialité des données, etc. Parce qu'on voit qu'il va y avoir des tas de procès ou de choses difficiles là-dessus. Donc je me pose la question, les gens ont plutôt spontanément confiance, et pas forcément à raison, en Facebook en disant oui, tout est possible, etc. J'ai confiance. Il y a déjà plus de réticence sur des réseaux plus B2B, même si c'est à peu près le même, de dire oui, ok, c'est pas le même usage, donc je fais plus attention. Donc la question que je me pose, c'est que quand on aura un retour sur cette courbe d'expérience, on aura peut-être une stabilisation enfin, il y a un apprentissage de tout ça, parce qu'on en est au début. Donc moi, je me pose beaucoup de questions. Je suis pas sceptique, mais j'ai des questions. Et mais c'est une question un peu générale. Hein. Je me dis, c'est pour ça que je comprends la prudence en disant que c'est plus un outil qu'un canal. C'est une approche assez empirique, quoi. C'est ça, je comprends. Oui, c'est tout à fait ça, mais c'est un peu les questions que je me posais tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 5 ans? Quelles seront les plateformes sur lesquelles on va travailler? On n'a pas ce genre de réponse. Donc aujourd'hui, on est encore dans une écoute active et dans un engagement de plus en plus approfondi dans les discussions, les conversations avec les usagers et les clients. Mais on n'a pas la bulle de cristal, donc savoir ce qui va se passer vraiment, on ne peut pas le savoir. Moi, ce que je vois, c'est que ma croissance en termes de volume de conversation est là. Elle est constante. Elle n'est pas non plus de 0 à 100 dans l'espace de 24 heures, mais elle est de 0 à 2 tous les jours. Donc ça me rassure quelque part. Parce que si c'était un pic, alors je sais qu'on pique, c'est très bien, on y monte facilement, et là-haut on est tous contents, on fait la fête, mais on redescend aussi vite. Quand c'est une petite croissance constante, ça me rassure. C'est pour ça que, effectivement, oui, je suis plutôt confiant, mais je ne peux pas non plus prévoir ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Moi, je dis juste que quand on a commencé l'activité, quand on a commencé à aller sur la toile, il y avait pratiquement personne qui avait les smartphones. Aujourd'hui, les gens sont sur les smartphones en permanence. Surtout les plus jeunes de nous, dinosaures. Moi, j'y vais sur le smartphone et je me fais insulter la plupart des fois. Ah, t'es jamais prêt, t'es plus avec ton téléphone. Bon. Mais pour les plus jeunes que moi, c'est tout à fait normal. Donc, c'est là que quelque part, ça me rassure. Après, ça me rassure aussi de voir que la nouvelle génération dit oui, c'est vrai, on est beaucoup plus, on passe énormément de temps sur les smartphones, on est en train de chatter, on est en train d'envoyer des messages. Mais après, quand on arrive à quelque chose de crucial, il y a toujours le contact humain. Et moi, je pense que c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire, il y a une croissance, mais après, on veut quand même un contact. Donc, je pense que la nature humaine fait en sorte que le contact final soit quand même un point important de la discussion. Je pense que les réseaux sociaux ne remplacent pas ça. Dans la notion de contrat, relation client, aujourd'hui, c'est pas la même chose d'avoir quelqu'un en ligne, de pouvoir avoir une démarche formalisée que d'aller sur un réseau social. C'est pas pareil.
Il faut voir aussi le contexte. Je ne veux pas me mettre à faire des discours sur la crise économique et les difficultés dans beaucoup de pays dans le monde, mais c'est une réalité. Les gens aujourd'hui qui achètent un ordinateur font un petit investissement. Et donc, ils savent aussi que quand ils posent une question sur les réseaux sociaux, ils mettent automatiquement la marque à risque, quelque part. Parce que si on va râler sur Facebook, c'est pas pareil que si on râle au téléphone avec un individu de l'autre côté. Sur Facebook, on peut crier, entre guillemets, et il y a 1 million de personnes derrière qui voient la même chose. Donc, ils savent très bien que la marque a tout l'intérêt de répondre. Et ça, à mon avis, ça ne va pas changer, hein, parce que c'est aussi une différence culturelle. Il y a des pays, moi je vois l'Australie, où Facebook est utilisé comme le canal principal pour les plaintes officielles. Aujourd'hui, si on a envie de faire une pétition, une plainte officielle, on appelle l'UFC Que Choisir. En Australie, ils utilisent Facebook. C'est pour ça que nous, Facebook, on l'utilise, on est présent, mais on a dû mettre en Australie quelqu'un qui a une base légale. Parce qu'on ne peut pas se limiter aux réponses SAV classiques. Il faut quelqu'un qui ait des bases et des notions juridiques. Après, c'est culturel. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur les solutions que vous avez pour analyser l'ensemble de ces conversations? Parce que oui. C'est quelque chose, comme vous l'avez dit, qui va croître énormément. L'objectif n'est pas de faire croître vos coûts pour traiter et analyser ces discussions. Quelles sont les solutions que vous avez aujourd'hui pour analyser, filtrer les conversations? Par exemple, il y a des conversations qui, je suppose, ont beaucoup moins d'intérêt, satisfaction, insatisfaction, etc. Oui. Quelles sont aujourd'hui les méthodes que vous avez ou que vous êtes en train de mettre en œuvre pour être efficace, améliorer l'optimisation en fait du filtrage des messages et des réponses faites à ces conversations? Oui. Alors, comme approche philosophique, on ne filtre rien. C'est-à-dire, on laisse toutes les publications et les messages des clients là où ils sont. Parce que si on commence à effacer des messages, on fait automatiquement de la publicité négative. Et ça se voit. Les seules choses qu'effectivement on efface systématiquement, c'est la vulgarité, les choses blasphèmes, les gros mots. Il y a une famille d'usagers qui s'appelle les trolls, qui postent la même chose sur 50 pages à la fois, histoire de râler sur, je sais pas, sur des idées. Il y a des anti-OGM qui font des messages sur toutes les pages de toutes les boîtes du monde. Ça n'a vraiment rien à voir avec nous. Donc, même si on comprend parfois les messages, on est obligé de les effacer. Par contre, tout ce qui est message relatif à Dell, content ou pas, énervé ou pas, on le laisse. Et on engage avec tout. Effectivement, oui, il y a des questions style je viens de recevoir mon Alienware, mon Latitude, ma tablette, j'en suis trop content, merci. Et oui, on engage avec ce genre de conversation aussi. Parce qu'on veut savoir pourquoi le client est content. Tu es content de quoi? De délai de livraison, du premier impact avec le produit, de l'utilisation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es content? Parce que ce genre d'information, on en a besoin. Parce qu'après, quand on crée du contenu, on va cibler aussi ce genre de clients. On a un exemple très, très sympa d'un jeune espagnol qui vit vers la frontière, entre la France et l'Espagne, qui a 14 ans. Et il nous a contactés parce qu'effectivement, lui, il aime jouer. Il a toujours utilisé un vieux ordinateur de Dell pour jouer. Mais c'est un vrai gamer. Et on a découvert, en faisant notre veille active, que ce jeune, il a 14 ans, mais il a aussi plus d'1 million de followers sur YouTube. Il a ouvert sa page de jeu sur YouTube, il a plus d'1 million de personnes qui le suivent. Donc ce jeune, il est influent. Et donc on a commencé à parler avec lui, on a commencé à interagir, et on a décidé de façon complètement exceptionnelle de lui offrir un nouvel ordinateur, fait pour jouer, un Alienware, la marque de gaming pour Dell. Lui, il ne nous croyait pas. Sa mère encore moins. Il nous a écrit, j'ai dit à ma mère que vous allez me offrir gratuitement un PC qui coûte 3 000 €, j'ai pris une gifle. Il nous a écrit ça, hein. Donc je n'ai pas de raison de ne pas lui croire. Il s'est fait encore plus insulter par sa mère quand il a commencé à recevoir le colis à la maison. Parce qu'il se dit, ah maintenant on va devoir payer, tu t'es fait arnaquer. Enfin, sa mère,
de la vieille génération, encore plus que nous, elle n'y croyait pas du tout. Elle pensait au typique démarchage commercial, qu'on envoie des produits, après on demande l'argent derrière et tout. C'était loin d'être ça. La réalité, c'est qu'on lui avait vraiment offert un PC. Parce que ce gars, il allait jouer sur ce PC, il allait se filmer en utilisant son Alienware, et il allait publier ses films, ses vidéos, à plus d'1 million de personnes. Et effectivement, c'est ça qu'il a fait. Après, on a des extrêmes. On a un gars en Suisse qui s'est fait tatouer sur le dos le nom Alienware avec les lettres, les caractères Alienware qui sont différents des caractères occidentaux qu'on utilise. C'est des caractères particuliers pour la marque. Il se les fait tatouer sur le dos. C'est sympa. Je pense que c'est un peu un extrême, mais c'est très sympa quand même. Le gars à la frontière espagnole, à la fin, il nous a écrit, il était en larmes, il nous a écrit des posts, il m'a envoyé des photos avec sa mère qui était comme ça parce qu'elle n'y croyait pas. Elle nous demandait, elle nous a écrit un message combien on vous doit et c'est sûr que vraiment c'est gratuit. Eh ben oui, c'était vraiment le cas. Donc le gars, il a reçu un PC, il a pris une gifle, mais il est content. Oui. Oui, j'avais une question. Pardon. Oui. Une réflexion sur le métier de customer service lui-même, parce que contrairement à avant où la conversation, comme vous le disiez, se passait entre deux personnes, donc était un peu privée, il n'y avait pas forcément, s'il y avait une bourde qui se faisait du côté de votre customer service, ça ne se voyait pas. Maintenant, si le customer service répond quelque chose de faux, ou ça engage quelque part l'entreprise. Est-ce que vous avez mis en place des systèmes de recrutement spécifiques, il y a des compétences spécifiques, moyens de suivi, je ne sais pas. Voilà. Alors, dans le cadre de figure de réponse, donc la discussion avec les clients, SAV et tout, 100% des personnes qui sont dans mon équipe, c'est des personnes qui étaient déjà chez Dell. Donc, on est allé chercher effectivement ceux qui étaient les meilleurs en communication dans leur métier de SAV et qui étaient aussi passionnés de réseaux sociaux. Et c'est à ce moment qu'on a proposé de rejoindre notre équipe parce que, évidemment, le mieux on travaille sur les réseaux sociaux, le plus on réduit un tout petit peu les contacts au SAV traditionnel et donc ces ressources, on peut facilement les transférer dans notre équipe. Et donc le recrutement en interne est passé par là. Donc on a cherché des personnes qui étaient passionnées de réseaux sociaux, très bons à niveau technique et parfois finance, commercial, enfin tout ce qui est les aspects logistiques après-vente de Dell et on les a invités à nous joindre. Dernièrement, comme je disais, j'ai recruté des personnes plus jeunes que moi qui viennent du digital marketing, qui avaient un background technique aussi. Et donc c'est là qu'on mélange effectivement la création du contenu avec des notions techniques. Donc le recrutement, de mon point de vue, est en train d'évoluer aussi. Mais d'un point de vue de la réponse qui est apportée, Oui. Est une réponse un peu corporate, qui généralement prend du temps à générer, Oui. Comment est-ce que vous faites ? Alors déjà, la réponse corporate, on essaye de l'éviter, c'est-à-dire tant qu'on reste dans les limites données par l'entreprise et par notre métier, on essaye d'adapter chaque réponse à la question du client. Et donc si un client nous tutoie, on le tutoie aussi. Si le client nous vous voit, on le vous voit aussi. Ça, c'est une règle de base, mais ça donne l'idée sur le fait qu'il n'y a pas de réponse standard. Le recrutement en interne marche effectivement parce que les gens qui connaissent déjà la boîte, ils savent très bien le discours à tenir avec chaque client. Et après, par contre, sur le filtrage, quand il y a des erreurs, parce qu'il y en a des erreurs évidemment, il y a des conversations publiques qui peut-être parfois débordent un peu. C'est pour ça que sur les mêmes plateformes, on n'a jamais une seule personne. Enfin, dans certains pays, langue, oui, parce que c'est des petits marchés. Mais là, on a des gens très experts, donc on n'a pas besoin d'en avoir plus. Mais sur des marchés comme la France, par exemple, j'ai 8 personnes. Donc vous pouvez avoir un customer service qui intervient sur une conversation où vous avez déjà quelqu'un d'autre, oui, parce qu'il y a eu une erreur. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut gérer sur les réseaux sociaux des cas qui n'ont pas été résolus par un autre département, et vice-versa. Et c'est à nous en interne, après, d'aller chercher la solution et la donner au client. Notre procédure, c'est que si le client vient sur les réseaux sociaux, finalement, la réponse viendra de nous, sur les réseaux sociaux, même si le SAV traditionnel était déjà au courant du dossier. Pardon. Comment ça se passe si la plupart des clients sont plus habitués à
à poser leurs questions directement en appelant le SAV et que cette marque-là souhaite développer justement les réseaux sociaux parce que on a bien vu qu'en premier, le plus important, c'est d'écouter, mais finalement, il y a un moment donné où si rien ne se passe sur les réseaux sociaux, c'est à nous de dire, bon, vous avez des questions, voilà, est-ce que c'est bien vu de commencer à parler sur les réseaux sociaux en parlant d'un problème qui a été détecté plusieurs fois via le SAV téléphonique. Ok. 2 questions, si j'ai bien compris. La première, la réponse est très simple. Il y a une typologie de clientèle qui vient naturellement sur les réseaux sociaux. Il y en a qui appellent le SAV. Si on a envie de proposer à ceux qui appellent le SAV de venir sur les réseaux sociaux, on ne peut pas les obliger, mais à la fin de chaque conversation, et ça c'est un pilote qu'on a mis en place avec nos clients des petites moyennes entreprises, on commence à proposer à la fin de la conversation téléphonique, dire « Et si vous avez encore besoin de nous, vous nous rappelez ou vous avez l'option d'aller sur Twitter, Facebook ou notre communauté en plusieurs langues. » Donc ça c'est une option et effectivement, ça nous a fait augmenter les contacts. Ensuite, sur un problème récurrent. La demande que tu me posais, je tutoie tout le monde, désolé. Vous m'excuserez. La question que tu me poses, c'est quand il y a un problème, si c'est bien d'en parler ou pas. La réponse est oui, oui majuscule. Pour la simple raison que chaque boîte qui a masqué ou caché un problème, même un gros problème de qualité, s'est fait souvent massacrer sur les réseaux sociaux. Une boîte qui dit effectivement on a détecté qu'il y a un problème et on a mis en marche 1, 2, 3 actions pour le résoudre pour les clients impactés, c'est souvent une marque qui se fait après remercier par les mêmes clients qui ont souffert du problème. Donc oui, mon avis c'est s'il y a un problème de qualité, c'est d'en parler. Parce que l'image de marque, normalement, est dit oui, il y a eu un problème, mais ils assurent. Ils sont là, ils le reconnaissent et ils vont me donner une solution. Je prends les exemples d'une marque de voiture qui récemment a communiqué à la presse et sur les réseaux sociaux qu'il y avait un gros souci très grave de qualité sur comment ça s'appelle, l'injection, je crois, d'essence dans le moteur. Donc c'est un problème assez grave. Dès qu'ils ont détecté le problème, ils en ont communiqué. Et du coup, les gens savent ce qu'il faut faire. Il n'y a pas eu de surprise. Il y a quelques années, il y a eu cette fameuse situation des batteries qui surchauffaient et parfois qui explosaient. Ce n'était pas qu'un problème de Dell, c'était un problème de tous les fabricants qui utilisaient ce type de batterie qui venait de la même marque. À l'époque, Dell et d'autres marques ont fait le choix d'en communiquer en avance. À l'avance et de communiquer officiellement. Du coup, on a eu un retour négatif très très faible. On a eu plutôt de retours positifs. Les gens qui disaient, eh ben voilà, un autre produit de qualité et tout, et 30 clients derrière qui répondaient, oui, mais ils te l'ont dit. Ils te la remplacent gratuitement. Ils te remplacent tout de suite. Donc, c'est plutôt bien. Je me sens rassuré, je me sens au centre de son attention. Et finalement, c'est ça qui fait l'image de marque. Certes, si on communique tous les jours sur des problèmes de qualité, c'est pas bien. Parce qu'ils se disent, oui, ils sont gentils, ils sont bien sympas, mais s'il y a toujours des soucis, ce n'est pas notre cas, heureusement, aujourd'hui. Mais quand il y a eu un souci, ça a été communiqué comme la marque de voiture qu'il a fait il y a quelques années, il y a quelques semaines. Oui. L'échelle du Social Media Center, c'est un centre d'expertise à Montpellier. Oui. C'est européen, c'est mondial. C'est quoi l'organisation de Dell sur le social media? La stratégie, l'organisation? Oui. Combien de personnes? Ici à Montpellier, on est une dizaine. On couvre italien, espagnol, français. Et on couvre tout type de clients, donc du particulier, jeunes gamers, jusqu'aux entreprises qui ont des solutions de serveurs, stockage et cloud. Donc le Social Media Center est ici à Montpellier pour ces 10 employés dans mon organisation qui traitent ce genre de clients. La stratégie, dans l'absolu, mais là on parle vraiment de ce que moi je voudrais avoir dans le futur, c'est avoir le même Social Media Center partout. Mais après, il faut faire les comptes avec les structures, les sites, les différences, les besoins locaux. Enfin, j'en ai un autre plus petit à Bratislava, où on travaille avec des pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. C'est plus petit, mais le but est le même. C'est plus petit simplement parce qu'il y a la moitié du monde. C'est une expérimentation déjà avec une bonne échelle qui a vocation à être développée
Tout à fait, oui. Je sais pas. Allez. Tout à l'heure, vous avez dit que être sur les réseaux sociaux, ça prend énormément de temps, c'est un travail quasiment à plein temps. Oui. Est-ce que du coup, comment vous gérez en fait le fait que la relation soit différente avec vos clients, vos usagers, parce qu'en fait, dans le SAV traditionnel, on est quand même, comment dire, il y a une certaine limite, il y a des horaires, il y a tout un cadre qui est différent. Une fois qu'on passe sur le modèle en ligne avec les réseaux sociaux, les gens attendent beaucoup plus quand on est sur les réseaux sociaux. Ils attendent que vous leur répondiez rapidement. Et du coup, même tenant pas compte du cadre, si c'est le soir ou pas, les gens, quand ils ont besoin d'une réponse, ils ont besoin d'une réponse rapidement, en tout cas sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont plus de mal à avaler. Donc comment vous gérez ça chez Dell? Alors, très bonne question, merci. Alors, en gros, sur la toile, effectivement, les clients posent une question, les usagers posent une question, ils s'attendent aux réponses assez vite. Mais les gens qui vont sur la toile connaissent aussi les délais de la toile et les temps de travail. Donc, on a un temps de réponse d'en moyenne 2 heures aujourd'hui, dans les pays où on travaille 24 heures sur 24. Sur les autres pays où la langue est entre guillemets unique au pays, c'est-à-dire les clients savent qu'on est là jusqu'à 18 heures. C'est marqué sur la page, c'est marqué sur notre compte Twitter, ils savent de quelle heure à quelle heure on répond. Après, il n'y a jamais eu de plainte, honnêtement, des gens qui ont râlé parce qu'on n'a pas répondu à minuit. Ça, je peux t'assurer, on n'a jamais eu ce genre de problème. Mais effectivement, on fait tout pour répondre dans un délai de moins de 2 heures. Après, effectivement, on ne peut pas, on peut pas faire abstraction des horaires de travail de chaque pays. Et les clients, ils le savent. Donc, très souvent, ils s'adaptent aussi. Effectivement, quand on compare le SAV traditionnel avec les réseaux sociaux, les volumes sont différents parce que les conversations durent beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça que chaque agent a des objectifs de quantité de conversations à gérer en même temps. Donc on sait que s'il a répondu à un client et il attend d'avoir sa réponse pour continuer la conversation, entre-temps, la même personne gère un autre dossier. Et on comptabilise qu'en moyenne, on est entre 30 et 40 dossiers ouverts en même temps par personne. Et ça, c'est la limite correcte pour garder un bon niveau de qualité. Comment on mesure la qualité? On a une équipe partenaire qui nous fait des audits sur tout. Sur le délai de la qualité, comment on a logué, comment on a préparé le dossier, la réponse qu'on a donnée, les délais de réponse, si on a envoyé le bon lien, si on a utilisé le bon langage, si la grammaire était correcte. Enfin, on a une équipe qui fait des audits pour chaque pays, pour chaque langue. Et donc, je sais que si une personne a constamment entre 95 et 100% de résultats de qualité, c'est que la quantité est bonne, mais la qualité aussi. Donc, on a mis en place un système aussi interne pour mesurer si la qualité est là avec la quantité. On revient à la question de monsieur, parce que oui, effectivement, chez elle, la chose qu'on sait faire mieux, c'est mesurer. Ah oui. C'est chiffrer. Après, je reviens au point, on ne chiffre pas forcément à l'ROI combien ça nous rapporte d'un point de vue de là, comme le disait Johnny, mais effectivement, on arrive à mesurer, c'est un peu les points forts de la boîte. Et justement, je vous posais une question par rapport au niveau de support habituel 1, 2, 3. Quand c'est des questions plus compliquées, vous gérez comment? Parce que, la plupart c'est niveau 1, j'imagine, mais quand c'est des choses, tu dis 2 heures, mais quand c'est un truc de niveau 3, oui. Il faudrait forcément aller vers le seul expert qui existe, tout ça, pour éventuellement répondre. Alors oui, il y a des cas où la complexité demande une expertise de quelqu'un qui est le numéro 1 au monde sur tel sujet. C'est pas non plus la routine, c'est pas non plus les questions récurrentes. J'ai pas que des niveaux 1 dans l'équipe, j'ai beaucoup de niveau 2 et j'ai eu la chance de pouvoir choisir mes collaborateurs quasiment à 100%, donc j'ai pris des personnes qui ont des connaissances différentes. Il y en a qui viennent de la partie réseau, serveur, stockage, il y en a qui viennent de la finance, il y en a qui viennent de la partie commerciale, il y en a qui viennent de la logistique, il y en a qui viennent du support technique générique, il y en a qui viennent du geek gaming à 100%. Donc en gros, je dirais 90% des questions, on arrive à les résoudre en interne parce qu'on a ce genre de connaissances. Après, il y a la question
X complètement très difficile sur un produit et une configuration hyper complexe, on sait où chercher la réponse en interne parce qu'on a ces connaissances en interne. Oui. Oui. Non, c'est pas une question de coût, c'est une question de langue. Non, 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 pas du tout. C'est pas une question de coût, c'est une question de langue. Ici, on couvre des langues qu'on ne pourra jamais couvrir à Bratislava et l'inverse. Là-bas, mon équipe qui travaille à Bratislava couvre le polonais, l'allemand, le russe et l'hongrois. Et le slovaque, bien sûr. Ici, on couvre italien, français, espagnol, surtout le français. J'ai des équipes qui sont éparpillées dans le monde pour une question de proximité avec la culture et la langue locale. Mes équipes qui sont au Brésil couvrent que le portugais, les équipes qui sont à Panama et à Costa Rica, elles couvrent que l'Amérique latine. En Chine, c'est le chinois, en Corée, Japon, c'est le coréen, le japonais. Donc on n'est pas allé sur ce genre de démarche côté coût. D'autres questions? Ça, c'est quelque chose que je garde toujours pour la conclusion parce que très souvent, comme je disais tout à l'heure, j'ai des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans des startups et donc ils me demandent toujours quelques conseils à la fin. C'est très brand, c'est très marketing, mais je pense que ça donne l'idée donc de penser aux réseaux sociaux plus comme un outil que comme un canal. Pour se préparer, créer un plan, chercher la passion sur les réseaux sociaux autour de vous. S'il y a une entreprise avec plusieurs personnes, voir s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui aime ça et qui a envie de le faire ça comme travail en plus ou à côté de son boulot pour commencer. Parce que si on commence avec ça, c'est une inspiration qui devient contagieuse au bout d'un moment. Il faut commencer par une bonne écoute. Il ne faut pas commencer par une stratégie basée sur rien. Ça, c'est le grand conseil que je donne vraiment à qui veut se lancer là-dedans. Et pour revenir effectivement sur la question de tout à l'heure, sur la partie, les commentaires négatifs ou les problèmes ou tout ça, c'est des opportunités, ce n'est pas des soucis. Si un client parle de façon forte, passionnée sur un problème, c'est parce qu'effectivement, ça lui tient à cœur. C'est parce qu'il a acheté quelque chose, il est déçu. S'il est en colère, c'est parce que quelque chose ne va pas bien. Que ce soit sa compréhension, que ce soit le produit, peu importe. Et donc, chaque commentaire, chaque aspect négatif qui peut être généré dans une conversation sur les réseaux sociaux est une opportunité. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça c'est Bill Gates qui l'a dit, tout commentaire négatif est une opportunité d'amélioration. C'est une grande réalité, c'est pas de la science-fiction, c'est très simple, c'est très basique comme concept, mais c'est une grande vérité. Voilà. Et ça c'est moi, avec Nova Edel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup pour votre temps, pour l'interaction. Ça a été très sympa. Et là, il y a nos comptes Twitter si vous avez envie de nous suivre. Merci beaucoup. Bonne journée.